et nous prenons véritablement beaucoup de plaisir à organiser et à vous réunir. En parlant de plaisir et de passion pour l'innovation, je voudrais, prendre quelques instants pour rendre hommage à Didier Génaud qui nous a quittés la semaine dernière. Vous le connaissez puisqu'il a animé plusieurs fois, cette session, ce meet-up. Didier a animé, brillamment et avec passion ce meet-up. Il était passionné par le monde des startups, par et pour les entrepreneurs et je crois que nous nous souviendrons toujours de sa gentillesse, son professionnalisme et sa bienveillance. Nous lui dédions chaleureusement ce meet-up. Voilà. Je passe la parole à Pierre Delègue maintenant pour Léonard et pour le groupe Vinci. Et nous aurons également au cours des interventions Valériane pour France Autotech qui assurera le jeu de questions-réponses avec vous et les intervenants. N'hésitez pas à les interroger. Voilà, merci à tous et Pierre, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Pierre Delègue, directeur des projets de mobilité connectée et autonome à Léonard. Merci de vous connecter ce soir. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est que Léonard, à part l'inscription que vous voyez derrière moi? Léonard, c'est la plateforme innovation du groupe Vinci. Nous sommes basés dans le 12e arrondissement à Paris et puis nous accompagnons l'ensemble des entités opérationnelles du groupe Vinci sur des thématiques d'avenir, dont la mobilité connectée et autonome, via différents programmes, des programmes d'accompagnement de startups qui peuvent émerger de l'interne Vinci, de l'intrapreneuriat. On accompagne des collaborateurs de Vinci sur des nouveaux sujets, mais aussi accompagnement de startups extérieures. Nous menons aussi des activités de prospective sur des nouveaux thèmes et on accompagne des pôles de Vinci à développer des nouveaux produits, des nouvelles offres. On aura un exemple de ça aujourd'hui avec le pôle Eurovia, représenté par Kamal Berada. Et puis, c'est aussi, Léonard, une offre événementielle. Et puis, le meet-up de ce soir en est un bel exemple. Alors, on accueille 2 fois par an ce meet-up et ce soir, le thème, c'est, comme vous le savez, la route intelligente. Quelles solutions technologiques pour les besoins de demain? Alors, on entend souvent parler de route intelligente, de smart road, de route 2.0, de route de nouvelle génération. Alors, on est bien sûr, on s'affaire bien sûr côté Vinci et côté Léonard en particulier à ces concepts-là. Il est facile d'adhérer à ces concepts-là. Par contre, au-delà de ces grands principes, on est conscient du besoin d'expliquer très concrètement ce qui se cache derrière ces concepts-là, quels seraient finalement les rôles de la route, des infrastructures de manière plus générale demain, au-delà des grands principes, des belles appellations qu'on entend très régulièrement. Et du coup, pour nous aider à illustrer ce que pourraient être ces rôles des infrastructures demain pour les besoins de la mobilité connectée autonome, car c'est le thème de ce meet-up, nous allons voir 3 exemples très concrets de contribution de la route et de l'infrastructure aux besoins du véhicule connecté autonome. Et pour cela, j'accueille sans tarder nos 3 intervenants du jour. Kamal Berada. Bonsoir Kamal. Bonsoir. Bonsoir Kamal. Alors Kamal, tu es responsable du département instrumentation et intelligence artificielle chez Eurovia, un des pôles du groupe Vinci, et tu nous parleras du rôle des équipements de signalisation, plus particulièrement du marquage, pour les besoins du véhicule autonome et notamment ses besoins de géolocalisation. Ensuite, nous accueillerons Eric Nassor. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors Eric, vous êtes Technology Development Manager chez Canon Research France et vous allez nous parler de la perception collaborative de bord de route. Voilà. Tout à fait. Je n'en dis pas plus, ça, le titre est assez explicite, mais je n'en dis pas plus, toujours pour aider les véhicules autonomes dans leur évolution. Et puis, last but not least, Pierre Maillot. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Pierre, vous êtes VP chez X et vous êtes en charge du business développement. Et on va prendre de la hauteur avec vous pour parler des infrastructures de gestion de toutes ces données de bord de route, de toutes ces données débarquées qui sont nécessaires pour les besoins du véhicule connecté autonome. Et donc, on aura un fil directeur qui partira du niveau de la route, de l'altitude zéro, en commençant par les contributions des équipements physiques de la route, en l'occurrence les marquages routiers au sol. Et puis, on prendra un petit peu de hauteur, quelques mètres, voire dizaines de mètres, pour parler de perception de bord de route, perception collaborative de bord de route. Et puis, on finira dans le cloud avec Pierre pour parler de la gestion de toutes ces données au niveau de X. Je vous rappelle les règles du jeu. Vous avez 15 à 20 minutes de présentation chacun. J'invite l'audience à poser ses questions dans le chat de ce Zoom.
Et nous aurons quelques minutes pour poser des questions à la fin de chaque présentation, mais également à la fin de ce meet-up pour une clôture à 19 heures précise. Voilà, je m'arrête là en guise d'introduction car ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter et je passe la main sans plus tarder au premier intervenant, Kamal. Kamal, ton micro est coupé. Ouais, ça fait déjà 2 secondes que je parle. Bonjour à tous. Donc, merci Pierre pour cette présentation. Donc, comme vous l'a dit Pierre, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer concrètement, loin des appellations Smart Road, Smart Via, Smart 2.0, etc., comment est-ce qu'on peut utiliser le marquage routier comme une aide à la géolocalisation pour un véhicule autonome. Donc, sans plus tarder, le contexte, c'est, comme on est présent aujourd'hui pour en parler, c'est le véhicule autonome qui aujourd'hui a un besoin de se localiser précisément. Et aujourd'hui, la solution, bien sûr, c'est le signal GPS GNSS. Le problème dans certaines routes, on peut avoir une perte de ce signal-là. Et quelles sont les briques technologiques qu'on pourrait développer? Quelles sont ces briques technologiques qu'on pourrait proposer pour venir pallier à ce manque de signal GPS le temps de retrouver ce signal-là? Et en regardant, le marquage routier est quelque chose qui est présent sur la majorité des routes. Et aujourd'hui, le véhicule autonome a besoin déjà de ce marquage-là pour un positionnement relatif dans la chaussée, ce qu'on appelle le positionnement latéral, pour pouvoir rester dans sa voie. Aujourd'hui, on s'est dit, allons un peu plus loin et voyons comment ce marquage routier-là pourrait permettre une relocalisation, mais cette fois en absolu sur un trajet du véhicule autonome quand il perd ce signal. Et l'idée, c'est de développer un algorithme qui, par analyse d'image, par comparaison à un jumeau numérique, pourrait aider ce véhicule-là. Et donc, comment dégager des propriétés uniques pour chaque marquage, pour chaque ensemble de marquages le long d'un trajet connu, pour repositionner ce véhicule. Si on regarde le principe, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est d'abord commencer par reconnaître ce marquage. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques, notamment les techniques d'intelligence artificielle, qui, sur la base d'un bon entraînement, pourront reconnaître ce marquage. Une fois ce marquage connu, on va pouvoir mesurer des paramètres en temps réel sur ce marquage-là, des paramètres géométriques, un ensemble de paramètres qui devra être unique pour pouvoir se repositionner sur ce trajet-là en fonction de ces paramètres. L'idée, c'est ensuite de comparer à cette base de données de paramètres qui se lient au GPS et de… Alors, il y a la caméra qui est en face de ma diapo. Une petite seconde, voilà. Et donc, l'idée, c'est de recomposer ce signal GPS à partir de ces paramètres-là. Voilà pour le principe. Concrètement, si on devait illustrer ce principe, à gauche, vous avez une image où on vient reconnaître le marquage, détourer le marquage. Vous le voyez en rouge et en bleu, vous avez les points qui symbolisent les barycentres de ces marquages-là. Et si on pouvait venir mesurer des paramètres géométriques, comme par exemple un angle formé par plusieurs on va dire, vecteurs de marquage qui se suivent, venir mesurer des surfaces formées par plusieurs marquages et mélanger tous ces indicateurs-là, donc la liste n'est pas exhaustive, pour obtenir une espèce de courbe qui va nous lier ce paramètre qu'on appelle ici alpha, qui est une multitude, une agrégation de paramètres, à un point GPS. Et donc, vous l'avez bien compris, lorsque le véhicule perd un signal GPS, on va pouvoir venir se replacer sur cette courbe-là, mesurer ses paramètres en temps réel et recréer un signal GPS artificiel qu'on pourra donner au véhicule autonome le temps qu'il retrouve un signal. Bien sûr, ici, l'idée, c'est de développer une brique technologique qui sera une des aides pour le véhicule autonome. Et bien sûr, ça ne fait pas une solution à 100% en soi. Très rapidement, le principe qu'on a utilisé ici sont les principes du deep learning, c'est-à-dire un algorithme apprenant et non plus un algorithme qui va venir exécuter des tâches explicites. Très rapidement, le principe, vous l'avez déjà peut-être entendu parler, on entend parler aujourd'hui beaucoup de ces sujets-là, notamment pour la reconnaissance faciale. Dans le monde du véhicule autonome, c'est incontournable. Vous avez 2 exemples en bas à droite pour la reconnaissance des piétons, des voitures, des feux rouges, de la route, etc. Et l'idée, donc, c'était de venir développer sur ce même principe-là un algorithme, mais spécialement sur les marquages routiers. Donc, pour ce faire, on utilise des réseaux de neurones qu'on appelle convolutifs, qui sont spécialisés dans cette tâche-là.
Et on a utilisé une base de données qu'on a acquis qui contient plusieurs centaines d'images pour faire cette preuve de concept-là. L'étape d'annotation va être très cruciale. Vous avez un exemple d'image annotée en bas à droite où on est venu reconnaître l'ensemble des éléments sur l'image pour la perception du véhicule autonome, notamment la route, le marquage routier bien sûr, mais on en a profité pour aller jusqu'à prendre les défauts de chaussée qui pourront aussi être utiles pour que le véhicule autonome puisse éviter s'il y a un nid de poule sur le trajet. Mais on n'est pas sur le sujet du positionnement, mais c'était un effet qui se coule, on va dire, sur ce sujet. Donc, une fois qu'on a noté toutes ces images, on apprend à notre algorithme à reconnaître ce marquage. Et une fois qu'il a reconnu ce marquage, on va pouvoir appliquer des filtres. Donc là, j'ai une petite vidéo. À gauche, vous avez la vidéo, on va dire, brute. Et à droite, la vision. Bien sûr, ça ne marche pas. Bon, ça ne fonctionne pas. À droite, vous avez la vision du véhicule autonome. Donc, si la vidéo marchait, vous verrez qu'au fur et à mesure que le véhicule avance, il fait fi de tout ce qu'il y a dans son environnement et se concentre uniquement sur ce marquage-là. L'objectif d'après, c'est d'avoir Petite seconde, excusez-moi. Mon ordi qui est... Voilà. Et je vais essayer cette fois. C'est dommage. Donc, ce qu'on montre sur cette vidéo-là, c'est qu'une fois qu'on a notre algorithme qui a appris à reconnaître ces marquages, on trace les barycentres et bien sûr, ensuite, vous l'avez compris, on va mesurer plein de paramètres géométriques. Ce qu'on montre sur cette image-là, c'est qu'en vert, on a le signal GPS réel et en rouge, on a le signal GPS recréé artificiellement sur la base des mesures faites en temps réel sur le marquage routier. Et donc, la vidéo qui marche, croyez-moi sur parole, on voit le véhicule se mouvoir sur ce trajet qui est connu, je le répète encore une fois, hein, et on voit le signal GPS qui vient suivre avec une certaine précision le signal GPS réel. Donc, la vidéo montre le signal rouge que vous avez en haut de la vidéo, qui suit au fur et à mesure le signal vert qui, lui, est le signal réel du véhicule. Si on devait le tracer sur une courbe, cette courbe-là, elle n'est pas facile à interpréter, mais la conclusion de cette courbe, c'est que pour chaque marquage, donc pour chaque ligne horizontale que vous avez ici, c'est la position recalculée par l'algorithme d'intelligence artificielle. Et en noir, la courbe en noir est la position GPS réelle. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que plus on s'approche du marquage, plus le marquage qu'on a identifié et sur lequel on applique des mesures est proche du véhicule, et plus la précision augmente. Donc, dès qu'on reconnaît un marquage, plus il est loin, plus la position va être, on va dire, peu précise, et plus on s'approche, plus cette reconstitution du signal est précise. Et quand on le voit sur cette courbe-là, on voit que pour chaque marquage identifié, le dernier point mesuré quand le marquage est au plus proche du véhicule, on est quasiment sur la ligne noire qui est la position GPS réelle. Donc ça, c'est le graphique pour la latitude. Et on a les mêmes observations pour la longitude, où plus on se rapproche et plus on atteint une précision. Donc, ce qu'on a montré ici, c'est que l'infrastructure, et le marquage en particulier, c'est certain, il va contribuer à la localisation du véhicule. Et aujourd'hui, ça n'est plus à démontrer, hein. Tous les acteurs sont OK pour dire que le véhicule sera autonome quand l'infrastructure sera intelligente et qu'ils pourront discuter ensemble. Et les présentations qui vont suivre juste après vont dans ce sens-là. Si vous voulez plus de détails sur les développements qui ont été faits, dans le prochain numéro de la Revue générale des routes et de l'aménagement, on a publié un article qui montre plus en détail l'expérimentation qui a été faite sur une navette autonome. Les perspectives qu'on a aujourd'hui, c'est bien sûr améliorer la précision de cette reconnaissance de marquage. On a utilisé une petite base de données pour faire une preuve de concept. L'idée, c'est de multiplier cette base de données pour encore améliorer la précision. La précision du positionnement, bien sûr, une fois que le marquage est reconnu sur une image, il faut qu'on vienne préciser ce calcul de position et diminuer ce manque de position quand le marquage est loin du véhicule autonome. Et le LiDAR peut être une solution pour venir placer précisément chacun des pixels d'une image. Ajouter de nouvelles cibles, pourquoi pas, pour augmenter le nombre d'éléments de recalage. Je pense particulièrement cette fois au marquage vertical. Tous les panneaux qui sont le long d'un trajet peuvent jouer le rôle de cible de recalage et faire cette mesure des paramètres géométriques. Aujourd'hui, je vous ai dit que ça ne fonctionne uniquement sur un trajet connu,
Mais si le BIM infra tente à se développer et qui contient un jumeau numérique assez précis de l'infrastructure et aussi de son marquage, toute cette mesure de paramètres pourra être faite en amont directement depuis ce jumeau numérique pour pouvoir pallier à ce manque de signal GPS dès les premiers trajets d'un véhicule autonome. Voilà, je suis désolé pour les vidéos, c'était beaucoup plus parlant que mon discours, mais j'espère avoir réussi à vous faire comprendre le principe du système. Eh bien, merci Kamal. Du coup, on va voir si on a des questions-réponses. On va en avoir une, effectivement. Une personne, donc Christophe de chez Ever, qu'on connaît bien, membre de l'association, nous pose la question, est-ce que cette technologie est compatible en dehors du territoire national? Peut-être que les marquages de couleurs ou formes différentes sont peut-être ailleurs différentes, justement, selon les pays. Pardon. Alors, le principe restera le même. Et ce qui va différencier et permettre d'exporter, si je puis dire, hein, ce principe-là, va être notre base de données d'apprentissage. Si on veut aller dans un pays autre que le territoire national avec des marquages qui peuvent être différents, bah, l'objectif, ça sera d'acquérir des images en quantité de ce nouveau territoire, de son marquage, et de pouvoir entraîner notre intelligence artificielle à reconnaître aussi ce marquage. Une fois que le marquage est reconnu, après, l'application du principe de mesure de paramètres géométriques pourra être appliquée de la même façon exactement. Donc, la difficulté va être de reconnaître un marquage sur lequel l'intelligence artificielle n'a pas été entraînée pour. D'accord. OK. Donc, et Pierre précise que la solution nécessite aucun capteur Hadward embarqué dans les véhicules. Non, pour le moment, non. On utilise uniquement une caméra. Mais comme j'ai dit dans les perspectives, peut-être que le LiDAR permettra aussi d'améliorer la précision. Mais le principe, la preuve de concept fonctionne aujourd'hui sans caméra. D'accord. Sans LiDAR, pardon, mais uniquement avec la caméra. On a une question également de Guillemé Patrick. Y a-t-il effectivement un projet de jumeau numérique de l'infrastructure? Alors, il y a des projets, dont notamment le BIM infrastructure. On connaît tous le BIM pour le domaine du bâtiment, mais le BIM infrastructure est en train de se développer. Alors aujourd'hui, il n'est pas encore question de jumeaux numériques, mais on a espoir que dans les années à venir, ça sera quelque chose qui pourra être d'actualité, oui. D'accord. Daniel Moulin nous demande si la puissance de calcul est nécessaire. Pas forcément. Quelle est la puissance de calcul? Excuse-moi, je reprends. Quelle est la puissance de calcul? Aujourd'hui, une caméra intelligente du commerce sur laquelle on peut embarquer quelques algorithmes sera suffisante. Ce qui va être consommateur de ressources ici, eh bien l'entraînement de l'intelligence artificielle à apprendre. Une fois qu'elle a appris, l'export de ce modèle-là et le fait qu'il tourne en temps réel n'est pas consommateur de grosses ressources. D'accord. Et le cloud, donc, est-il obligatoire dans ce cas-là? Non, il n'est pas obligatoire. Il faut qu'on soit capable de le faire sur des petites puissances de calcul en temps réel sur la navette et éviter ces communications avec le cloud qui peuvent être très rapides. Et avec l'avènement de la 5G, ça pourra aussi être une solution, bien sûr. D'accord. On prend juste une dernière question de Yves Guita qui nous pose, est-ce qu'il y a une limite de distance au-delà de laquelle le système ne parvient plus à se repositionner? Alors, je n'ai pas très bien compris la question, mais je vais quand même essayer de répondre. Sur cette image-là, vous voyez qu'on a concentré la reconnaissance du marquage sur cette partie entre les deux lignes blanches et on va identifier le marquage quand il passe la ligne inférieure. Au-dessus, et donc cette distance qu'on peut estimer quelques dizaines de mètres, on ne compte pas sur ce marquage-là pour se repositionner. La distance est trop lointaine et l'incertitude devient trop importante. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, Kamal. Merci. Juste une précision pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous en êtes beaucoup, hein, on vous remercie. Concernant pour les personnes qui arrivent en cours, on vous transmettra effectivement les présentations par mail pour toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Donc, du coup, je vous laisse, Pierre, reprendre la main. Je pense que c'est Eric qui va introduire le sujet sur les services de perception collaborative bord de route. Je n'arrive pas à désactiver mon passif là. Voilà, merci Eric. de couper ton micro. On donne en effet la parole à Eric de Canon Research France sur la perception collaborative au service
du véhicule autonome. À vous, Eric. Oui, est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Attendez. Présentation. Voilà. Donc oui, parler de service de perception collective pour le bord de route, la partie du bord de route. Alors juste un premier slide. Donc je fais partie du centre de recherche de Canon France. Alors pourquoi Canon intervient dans une journée sur les véhicules connectés et autonomes? Le groupe Canon en fait est constitué de différentes business units et avec différentes marques. Et donc il y a certaines marques qui sont bien connues, qui sont des acteurs importants du domaine de l'ITS, Intelligent Transport System. Donc on a Axis qui fabrique est un leader sur les caméras de vidéosurveillance qui sont utilisées pour observer ce qui se passe sur la route ou dans la ville. On a aussi Milestone, qui est donc un leader pour les systèmes de vidéo management system, pour observer ce qui se passe et gérer des caméras, des flux de caméras vidéo. Donc le centre de recherche de Canon en France, c'est pas dédié spécifiquement à la France, c'est vraiment pour supporter, proposer de la recherche et l'innovation pour l'ensemble du groupe et l'ensemble des business units dans le monde entier. Mais on a effectivement des relations particulières avec les entités qui sont en Europe. Donc, Axis est en Suède et Milestone au Danemark. Donc, dans cette collaboration, on travaille depuis plusieurs années sur les systèmes CITS pour Cooperative Intelligent Transport System. Donc, l'idée du CITS, c'est que les véhicules de demain va coopérer avec son environnement, donc les autres véhicules, les usagers de la route et l'infrastructure, que ce soit en ville ou sur la route. Donc, l'idée, c'est de partager les informations sur ce qui est détecté, sur les comportements, envoyer des warnings si nécessaire, dans le but d'améliorer la sécurité routière et d'améliorer l'efficacité du trafic. Donc, on utilise des capteurs intelligents pour fournir les informations. Donc, ITS en Europe et se base sur les standards. Il y en a beaucoup qui sont développés au niveau de l'ETSI pour l'Europe. Pour la partie applicative, vraiment les communications pour les véhicules. La partie communication elle-même est plutôt gérée, on utilise plutôt ce qui est développé par 3GPP ou I3E. Donc, CITS, en fait, c'est vraiment une étape. L'évolution directe, c'est ensuite le CCAM pour le Connected Cooperative Automated Mobility. Donc, un des services qui est en cours de développement au niveau de l'ETSI, c'est le collectif Perception Service. Donc, il y a un premier technical report qui a été publié en 2019, fin 2019, et donc on est en train de finaliser le standard, devrait être publié cette année. Donc, je participe directement dans cette standardisation pour le groupe Canon. Donc, l'objectif de ce standard, c'est de permettre le partage d'informations provenant des capteurs et donc le partage sur les informations sur les objets détectés par les différents capteurs, que ce soit les capteurs des véhicules ou les capteurs de l'infrastructure. Et donc, les communications ont lieu entre véhicules ou entre infrastructure et véhicules. Donc, ce qui est transmis, c'est une information abstraite, donc qui va être la taille, le type d'objet, sa position, et aussi sa cinématique, donc vitesse, accélération. Donc, ces messages, ce service va permettre en fait à être utile dans les conditions, dans les situations complexes où le véhicule par lui-même n'aura pas une bonne vision de ce qui se passe autour de lui. Donc, en particulier, par exemple, les intersections ou dans les cas de manœuvres de dépassement. Donc, un des objectifs aussi, c'est de permettre d'avoir une meilleure information sur les objets, même si ces objets ne communiquent pas. Donc, ça sera très utile aussi
dans les phases d'intermédiaire où le CITS n'est pas encore une pénétration très importante. Tous les véhicules ne n'envoient pas leur position avec les messages CAM. C'est aussi le cas des utilisateurs vulnérables, piétons, cyclistes, qui n'ont pas forcément d'équipement pour transmettre leur position. Donc CRF travaille sur ce système, ce service de collection perceptive depuis plusieurs années. Donc nous avons développé un système basé sur les caméras de vidéosurveillance qui va analyser, détecter les objets, les reconnaître et analyser leur comportement, donc en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle, comme décrit précédemment. Et à partir de ces informations, on les positionne sur la route et on est capable de générer les messages CPM, en tout cas tels qu'ils sont définis dans les drafts actuels du standard. Donc, à l'heure actuelle, on est capable de détecter donc, différents types d'objets, ici, que ce soit des piétons, véhicules, cyclistes, avec une fréquence donc en temps réel, avec les fréquences à 10 messages par seconde, qui correspond à ce qui est demandé par standard, avec une assez bonne position, précision, et dans les conditions de visibilité des caméras. Donc, on est limité par les capacités des capteurs, de ces capteurs. Donc, ce système, en fait, a été utilisé pour participer dans une participation d'un projet européen. Nous avons participé sur le projet Secret d'As. Donc, le projet Secret d'As s'est déroulé entre 2018 et 2021 avec un très grand nombre de partenaires, 69. Donc, le projet, donc c'est un projet européen avec un financement Excel-JU. Ce projet avait pour but en fait d'analyser la sécurité au sens de cybersécurité du véhicule autonome. Donc à différents niveaux, ce qui se passe dans le véhicule, dans ses capteurs, ses interfaces et dans ses communications avec les autres véhicules ou avec l'infrastructure. Donc c'est sur cette partie-là que nous sommes intervenus. Et nous avons utilisé le système de CPM, de détection des objets, pour détecter des conditions anormales au niveau de sécurité des messages ITS. Donc, détecter en fait qu'il y a quelqu'un qui n'envoie pas des messages corrects ITS, donc en comparant ce qui se passe dans le monde numérique par rapport à ce qui se passe dans le monde réel. Donc, on a eu des démonstrations, on a fait une démonstration l'année dernière, au mois de juin l'année dernière, avec certains des partenaires, TNO, NXP, Siemens, Comsigna, Ficosa, donc dans la ville de Helmond, aux Pays-Bas. Donc, ici, j'ai le site de test, quelques images du site de test, où nous utilisions donc des caméras Axis pour analyser, observer ce qui se passe donc à une intersection, qui nous permet de voir à une centaine de mètres de distance les véhicules qui arrivent et toute l'intersection. Et donc la démonstration qui a eu lieu, donc j'ai été prudent, je n'ai pas essayé de mettre la vidéo. Il y a une vidéo qui est disponible en fait sur le site du projet Secret d'As. Donc j'ai écrit quelques images de la vidéo ici. Donc pour détecter en fait ce qu'on cherche à détecter, c'est une attaque d'un hacker qui va en fait envoyer des faux messages ITS, des messages CAM, des faux messages CAM. Donc l'idée, par exemple, c'est ce véhicule arrive avec et indique dans ses messages CAM qu'il va ralentir, qu'il est en train de ralentir pour s'arrêter au feu rouge, alors que dans les faits, il est en train de continuer à grande vitesse. Donc le système d'analyse de vidéo analytique en fait, observe et fait une association entre ce qui est détecté, les objets physiques, et les messages ITS, et va pouvoir comparer les positions indiquées par l'objet, par le véhicule, avec sa vraie position par rapport à ce qu'il indique. Et donc, basé là-dessus, on peut déterminer qu'il y a un risque de sécurité et, dans ce cas-là, envoyer en plus du CPM des warnings par les autres utilisateurs
pour dire attention, il y a une situation dangereuse. Le système était aussi connecté avec l'équipement de feu rouge pour changer les feux de signalisation. Et donc, dans le dernier, en bas à droite, on voit ce qui est affiché à l'intérieur du véhicule. Donc, on voit la carte, donc le fond de carte qui est récupéré, ça, sur les systèmes classiques de cartes. Mais les objets qui sont représentés sur la carte, ça, ce sont les objets qui sont reçus, décrits dans le message CPM envoyé par l'infrastructure. Et le message de warning pour dire attention, il y a une situation dangereuse avec le rond rouge qui indique où se trouve la situation, le véhicule qui est en cause. Donc, la position de Canon sur les systèmes de collection collective perception, c'est que le rôle de l'infrastructure, l'infrastructure doit avoir un rôle clé à jouer. L'infrastructure a une position privilégiée dans l'observation de ce qui se passe sur la route. Par sa position, les positions fixes qu'on a, on est capable de déterminer en fait de manière bien plus précise que les capteurs des véhicules. On peut aussi, en général, les capteurs vont être positionnés sur des situations, des endroits qui sont complexes, ce qui va être source de difficultés, et avec souvent une bonne position, une bonne visibilité, donc des situations plus en hauteur, aussi avec des caméras de meilleure qualité qui vont permettre de voir loin, mais avec des grands angles. Un autre aspect, c'est aussi l'aspect communication, où les antennes en fait, disponibles vont être de meilleure qualité, permettre d'envoyer des messages, d'avoir une meilleure communication radio vers les véhicules. Et aussi le service de l'infrastructure, en fait, et il y a un opérateur qui gère la qualité du service et va pouvoir garantir un bon niveau de fonctionnement et de qualité. Donc, au niveau du standardisation, nous supportons en fait les modifications pour privilégier en fait les messages provenant de l'infrastructure. Par exemple, en essayant d'avoir une meilleure priorité pour ces messages ou un système de contrôle de congestion qui privilégie ces messages qui viennent du bord de route par rapport aux messages de moins bonne qualité, entre guillemets, venant du véhicule. Aussi, on pourrait avoir, par exemple, un plus grand capacité d'envoyer plus de messages à 15 Hz, par exemple, ou 10 Hz pour les autres participants. Alors, nous sommes actifs donc en standardisation ITS. Cette notion de perception collaborative, on voit qu'on est en train de finaliser pour arriver au standard qui va être publié d'ici quelques mois. C'est une première étape pour nous vers des systèmes, des services de plus en plus sophistiqués. Donc, dans le cadre du projet Secretas, on a vu en fait l'utilisation de ces capteurs pour détecter des comportements malicieux et donc avoir des rapports sur détecter quelque chose. Donc, c'est le Misbehavior Detection. Donc, ça, c'est un autre standard qui est en cours d'élaboration au niveau de l'ETSI. L'étape d'après, c'est de prédire, en fait, d'avoir une prédiction sur ce qui va se passer. Et donc ça, c'est déjà des choses qui sont en cours, là aussi, en cours de standardisation, sur, par exemple, un pré-crash message, un warning de pré-crash, dans le cas où on détecte qu'un véhicule, vu sa dynamique, a quasiment aucune chance d'éviter un autre véhicule. Donc, on peut le détecter une seconde et demie avant le crash, il va y avoir un crash. Et donc, en fait, un message de warning peut être envoyé au véhicule rouge, par exemple, dans cette situation, pour qu'il puisse déjà prendre des prémesures de prévention pour minimiser l'impact du crash, par exemple la prétention des circuits de sécurité. Donc là, c'est des choses qui sont en cours de définition dans les standards ETI-ITS. La prochaine étape, c'est aussi le maneuver coordination, où ce qui sera échangé entre les véhicules, ce n'est plus simplement la situation autour sur qu'est-ce qui est détecté, mais les intentions sur quelles sont les trajectoires prévues et aussi une négociation sur les trajectoires entre les véhicules. Donc là, clairement, là, on vise le véhicule autonome pour aider le véhicule autonome à choisir quelle est la bonne trajectoire
en collaboration avec les autres véhicules et avec l'environnement. Donc, on voit ici, par exemple, un exemple pour contourner un bus. Donc, pour nous, le collectif personnalisation système et services, c'est une étape dans l'ITS pour aller, et qui va évoluer et s'enrichir pour viser les véhicules autonomes. Et dans tous les cas, on pense que l'infrastructure a un rôle clé à jouer pour aider ces futurs véhicules autonomes connectés. Voilà. Eh bien, merci Eric. Merci pour votre intervention. Du coup, on va passer aux questions-réponses. On en a une, effectivement. Quel type de réseau mobile est préconisé pour l'échange de ces messages et quel est l'impact? Alors, la question porte sur la partie communication, le type de standard visé pour la communication. À l'heure actuelle, dans les déploiements qui ont été effectués, c'est de l'ITS G5, donc à base de 802.11p. Mais cependant, maintenant, les standards au niveau ETSI doivent être supporter tout type de réseau de communication, et donc en particulier les réseaux mobiles LTE et dans l'avenir 5G. Donc, ce qui va venir, clairement, c'est la 5G, mais pour l'instant, c'est du 802.11p. D'accord, très bien. Alors, une autre question également. Quelle est la stratégie de déploiement pour ces services collectifs et surtout, en fait, est-ce que c'est déployé de manière continue sur tous les réseaux ou uniquement à certains points? Alors, ce qui est en cours de déploiement actuellement, c'est la release 1 de l'ITS, donc avec les messages CAM, les DNM. Donc ça, il y a des véhicules qui sont équipés. Donc par exemple, les véhicules récents de Volkswagen sont équipés de ces messages, peuvent recevoir, émettre et recevoir les messages de warning. Aussi, donc au niveau de l'infrastructure, il y a des milliers de kilomètres équipés maintenant dans toute l'Europe avec ces messages pour permettre l'envoi et réception des messages CAM et DNM. CPM, donc le collectif perception, est en cours pour l'instant, c'est en cours d'expérimentation. Et comme je le disais, le standard n'est pas encore finalisé. Donc, ça fait partie de la release 2 de l'ITS qui va arriver et se déployer ensuite. Donc, pas encore les dates. Une dernière question et on passe à la suite. Cette vérification croisée des messages issus des véhicules avec des messages issus de l'infrastructure, vous paraît-elle nécessaire? On parle notamment de Cooperation Awareness Message. Donc oui, effectivement, nous, ce qu'on compare là, c'est le CAM et les détections de capteurs, CPM. Alors, à partir du moment où il y aura un déploiement de ces messages ITS, il faut faire attention et prendre en compte cet aspect hacker. Il y a des gens qui peuvent essayer de s'amuser ou, voire de manière dangereuse, contourner et utiliser le système pour créer des problèmes. Il y avait des articles sur l'expérimentation où on pouvait, par exemple, tromper les systèmes de feu rouge pour créer des embouteillages. Il faut, je pense, vraiment prendre en compte cet aspect sécurité, cybersécurité, pour se protéger contre des actions. Donc, une des approches là, qu'on a expérimenté, c'est utiliser ces capteurs en plus. D'autres, de l'aspect aussi sécurisation, bien sûr, de tous les messages de ITS. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la suite. Je laisse Pierre Delegue reprendre la main. Oui, si vous me donnez la main, j'en profite pour renchérir sur la dernière question. Valériane, si vous êtes d'accord. La question pour Eric, c'est est-ce que c'est systématiquement nécessaire? On comprend bien l'intérêt de vérifier des messages issus des véhicules par de l'information plus sûre issue de l'infrastructure, mais dans votre vision, est-ce qu'il faudra le faire à chaque fois? Est-ce qu'on devra toujours redonder des messages issus des véhicules, notamment les CAM, par des messages de l'infrastructure? Systématiquement, non, je ne pense pas qu'il y a systématiquement besoin. Peut-être sur certains endroits particuliers,
ou dans des conditions particulières, pas forcément systématiquement. On ne pense pas avoir systématiquement des systèmes en place, non. D'accord. Donc, à des points singuliers, plutôt accidentogènes, Oui. le risque est élevé. D'accord, très clair, merci. Et en effet, nous allons du coup passer à Pierre Maillot de X, qui est en charge du business développement chez X et qui va nous parler de comment gérer, quelle est l'infrastructure pour gérer toutes ces données de bord de route, que ce soit les données issues des marquages ou des données issues de capteurs de bord de route, comme vient de l'illustrer Eric, au sein d'une architecture appropriée pour faire sens de tout ce big data qui émerge pour les besoins du véhicule autonome. Pierre, c'est à vous. Merci Pierre, vous m'entendez bien et Très bien. vous voyez mes slides. Parfait. Écoutez, merci encore une fois de m'accueillir. Juste avant de présenter ce que l'on fait chez X Technologies, je suis responsable du business développement et des partenariats. Ça fait maintenant 1 an que j'ai ce poste et avant de rejoindre X Technologies, j'ai travaillé pendant presque 15 ans chez Bosch, donc le plus gros équipementier automobile mondial. Donc, forcément une grosse connaissance du véhicule, mais aussi sur la deuxième partie de ma carrière chez Bosch, tous les sujets autour de la Smart City, de la Smart Mobility, et notamment pas mal de choses qu'Eric a présentées sur Intelligent Transportation System, puisque Bosch a également des caméras intelligentes qui sont utilisées pour ce type d'infrastructure. Donc, les routes intelligentes, effectivement, et la Smart Data Management, avant de parler de ce qu'on faisait, c'est vrai que je voulais rappeler pourquoi on le faisait, les routes intelligentes. Sur chaque année, il y a 1 350 000 personnes qui sont tuées sur les routes du monde entier. Donc, c'est encore un chiffre assez hallucinant. Et effectivement, l'infrastructure connectée, telle qu'on l'a déjà un petit peu vu et parcouru avec Eric et Kamal, a notamment pour vocation justement d'améliorer la sécurité sur la route, sachant qu'aujourd'hui, de manière plus générale, le futur de la mobilité, tel que tout le monde s'accorde à le définir, et il sera connecté justement pour que tous ces capteurs, toutes ces données puissent transiter de l'infrastructure aux véhicules et autres. Il sera autonome, avec justement des véhicules de plus en plus intelligents. Il sera partagé et électrique aussi pour répondre à des problématiques notamment environnementales. Et donc, toute cette infrastructure, cette intelligence, forcément va venir aider à améliorer la mobilité du futur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2022 et on nous avait promis le véhicule autonome d'ici 2020. On a effectivement aujourd'hui des premières applications d'infrastructures intelligentes, soit dans un milieu urbain, autour d'intersections, soit sur des voies un peu plus rapides. Mais il n'y a pas encore de déploiement massif de toutes ces technologies. Et pourtant, il y a eu des milliards qui ont été investis au cours de ces dernières années sur ces technologies-là, notamment plus de 150 milliards rien que sur le véhicule autonome, avec des entreprises qui en plus aujourd'hui soit se consolident, soit ne sont plus de ce monde. Et donc, il y a une vraie problématique, et notamment une problématique qui est liée à la donnée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les développeurs, les ingénieurs de toutes ces nouvelles solutions, ils font face à un cercle vicieux, à savoir que plus la mobilité devient intelligente et connectée, plus on va générer de la donnée. Et plus on va générer de la donnée, plus la partie utile de cette donnée va être infime. Il va y avoir une grande quantité de données qui va être plus du tout utile, par exemple pour entraîner des modèles. Et en fait, le processus d'extraction de données pertinentes et qualifiées pour continuer à améliorer nos systèmes, il devient de plus en plus coûteux en termes de temps et de ressources. Donc, c'est notamment le phénomène de machine learning, de long tail of event, et les limitations qui sont liées à la big data. Et donc, dans le cadre des infrastructures plus intelligentes, ça se traduit par des térabytes de données aujourd'hui qui sont collectées par heure. Un véhicule autonome aujourd'hui avec des caméras, des lidars, il peut générer jusqu'à 5 térabytes de données par heure. C'est énormément de données. Ensuite, il y a une vraie problématique du transfert de cette donnée. On a parlé effectivement de la 5G, ça va sans doute accélérer le potentiel de faire circuler de ces données, mais par contre, ça va quand même continuer à coûter énormément d'argent. Ensuite, il y a
tout un pan, et c'est sans doute là où notre solution apporte le plus de valeur, de triage, de classification, d'indexation de cette donnée. Aujourd'hui, des entreprises dépensent énormément de temps et de ressources à juste trier la donnée, et donc de reprendre en fait toutes ces données qui est collectée, de la trier et ensuite de la fournir au bon utilisateur, que ce soit des gens qui vont faire du développement, de l'entraînement de modèles ou d'algorithmes d'intelligence artificielle, des gens qui vont faire de l'annotation, on l'a vu avec Kamal, des gens qui vont exploiter ces données pour des opérations, donc des gens qui vont regarder ce qui se passe dans leurs infrastructures, dans leur ville, et ça prend énormément de temps. Et le problème, c'est qu'avec cette donnée qui est overwhelming, on se retrouve à en fait ne pas pouvoir donner la bonne donnée à son utilisateur en temps voulu. Et clairement, il y a des problématiques sur toute la valeur, la chaîne de valeur de la donnée. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment chez X Technologies de se focaliser sur la donnée qui est pertinente, la donnée qui apporte quelque chose, et non plus sur la quantité de la donnée, mais sur la qualité de la donnée, autrement dit sur la smart data, qui est en fait un processus où on va aller extraire les événements et non plus continuellement enregistrer toute la donnée si elle n'a pas vocation à être enregistrée. Et donc, la façon dont on le fait aujourd'hui, on le fait en utilisant une technologie qui peut à la fois tourner dans le cloud, comme elle peut tourner at the edge, donc dans la partie embarquée. Aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent de filtrer, de classer cette donnée, mais pour la plupart, ces solutions ne tournent que dans le cloud. C'est-à-dire qu'on va continuer à tout enregistrer. Tous ces terabytes de données vont être enregistrés, ils vont être uploadés sur un serveur, dans le cloud, sur un data lake, et on va avoir des outils qui vont nous permettre de le filtrer, d'aller accéder aux événements qui sont pertinents dans un énorme recording. Notre solution permet également de le faire, c'est-à-dire qu'on va être capable, nous, de faire tourner un outil, un algorithme de trigger qui va aller chercher les événements qui sont pertinents et d'automatiser en fait l'extraction, le filtrage et la classification de tous ces événements dans un enregistrement existant. C'est d'ailleurs la plupart du temps la façon dont on onboard nos premiers clients qui vont nous envoyer des enregistrements et qui vont dire dans cet enregistrement-là, que ce soit par exemple un véhicule autonome en test ou autre, j'ai sur cette heure-là une dizaine d'événements qui sont liés à des désengagements, des freinages d'urgence, à de la détection piéton qui sont importants pour moi. On va travailler avec eux pour mettre ces triggers et on va ressortir ces quelques événements d'une heure de manière complètement automatisée. Mais là où notre solution elle est assez unique sur le marché, c'est qu'on est capable de déporter l'intelligence de nos triggers directement at the edge dans le système embarqué, alors que ce soit un véhicule autonome. Aujourd'hui, nos premiers contrats commerciaux, nos premiers clients sont avec des acteurs du véhicule autonome, ou dans notre cas aujourd'hui, sur les discussions qu'on a aujourd'hui, dans des infrastructures. On discute d'ailleurs notamment avec un partenaire en Allemagne pour un sujet de smart intersection, donc d'infrastructures intelligentes, où en fait, pour nous, par rapport à notre solution, on est complètement agnostique du système sur lequel on va faire tourner nos algorithmes, parce qu'en fait, ce sur quoi on va s'appuyer, ce sont les flux de données. Donc, qu'une caméra ou un lidar soit sur un véhicule ou sur une infrastructure, à la fin, pour nous, c'est des flux de données qu'on va gérer et c'est des événements qu'on va être capable d'isoler, d'enregistrer et de distribuer aux bons interlocuteurs. Alors, le fait de pouvoir le faire at the edge dans le système embarqué, ça a plusieurs vertus. La première, c'est qu'effectivement, on va pouvoir enregistrer l'événement dès qu'il a lieu et on va gagner du temps et potentiellement même des coûts de distribution, de stockage de la donnée en le faisant directement à the edge. Mais on va aussi créer énormément de possibilités, de cas d'application qui sont liés au monitoring ou au temps réel en fait. On va pouvoir informer quelqu'un qu'un événement a lieu quasiment en temps réel, avec bien entendu la connectivité qui sera nécessaire pour le faire. Mais forcément, toutes les équipes d'opération, de monitoring, on va voir, il y a plein de cas d'application qui sont super intéressants pour opérer des flottes de véhicules autonomes ou pour les villes qui vont justement s'appuyer sur ces infrastructures intelligentes pour savoir ce qui se passe. Et in fine, on va aussi pouvoir continuer à utiliser ce système-là pour, de manière continuelle, améliorer nos systèmes, améliorer la maintenance de nos services, améliorer la façon dont nos softwares tournent pour avoir justement toujours des remontées d'événements, de data un peu pertinentes par rapport à ce qui se passe.
sans avoir besoin de tout enregistrer. Alors, comment visuellement on peut l'illustrer sur le cas de l'infrastructure intelligente? Donc, en haut du slide, on voit une intelligence, une smart intersection. Eric, on a présenté quelques-unes avec justement des caméras qui vont être capables de détecter des piétons, des cyclistes et autres. Sauf qu'aujourd'hui, quand il y a un incident sur la route, la détection de cet incident-là, il n'est pas tout le temps évident. On peut détecter un piéton, après détecter un piéton qui est dans un angle mort alors que le véhicule a fait un freinage d'urgence, ça nécessite beaucoup plus de flux de données à connecter et très souvent, la détection d'un événement, elle est faite par des opérateurs ou du moins, elle n'est pas complètement automatisée. Ce qui fait que derrière, lorsqu'on intervient sur cet événement-là, potentiellement, on perd du temps sur toute la valeur et tout le processus, et on n'a pas automatisé l'événement en question et les actions qui sont à mener. Avec la solution que nous, on propose, donc à IT Technologies, cette intersection-là, nous, notre SDK, notre software, notre trigger, on va être capable en fait, de l'interfacer aux différents flux de données de cette intersection-là, que ce soit les sorties d'algorithmes d'une caméra intelligente, que ce soit un lidar, que ce soit un feu tricolore, ou voire même des informations qui viennent du véhicule à travers une connexion V2X, V2I, justement sur un freinage d'urgence, un désengagement et autres. Et grâce à tous ces flux de données, on va être capable de créer des triggers très complexes, des scénarios, des situations, des événements très complexes qui vont nous être remontés par notre software et qui vont pouvoir justement automatiser à travers d'événements qui sont automatiquement détectés tout le processus lié au traitement de cet événement. Donc, on va gagner énormément de temps et de ressources sur la façon dont les bonnes données pertinentes vont être partagées aux bons utilisateurs, que ce soit des forces de police, que ce soit un agent de trafic, que ce soit le département de l'urbanisme pour analyser ce qui s'est passé, etc., etc. Ou un autre véhicule qui doit avoir l'information qu'il y a eu un accident sur une intersection. Donc, notre solution, pour résumer ça, c'est vraiment purement du software. Donc, ça se veut assez scalable, désolé de l'anglicisme, mais ça se veut justement être capable de pouvoir être intégré dans un nombre très large de systèmes. Dans un premier temps, peut-être aussi autour du véhicule autonome, justement, parce qu'une fois qu'on l'aura mis en service, le véhicule autonome, on va vouloir continuer à savoir comment il opère. Et donc, pour cela, on a trois, on va dire, blocs. Il y a notre SDK, notre Smart Data Engine, qui va lui tourner soit dans l'infrastructure, dans le système embarqué, soit dans le cloud. On a notre web platform, qui est en fait notre interface produit, qui va vous permettre justement de paramétrer tous ces événements, de manager vos infrastructures, vos systèmes embarqués, et ensuite de récupérer toute cette donnée, toute cette smart data qui aura été produite. Et entre les deux, nos API qui vont permettre justement de garantir cette interopérabilité et les échanges de bons flux de données auprès des bons utilisateurs. La plateforme, aujourd'hui, donc on est capable de faire une démo produit. Je n'avais pas le temps aujourd'hui de préparer ça, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, avec grand plaisir pour prendre contact avec moi. On a travaillé notamment sur un premier proof of concept sur le véhicule autonome, donc un Mercedes EQC qu'on a équipé avec des caméras, avec un lidar et qu'on a fait tourner dans Paris avec des événements spécifiques qui étaient paramétrés sur notre trigger, et on a remonté ces événements à travers une plateforme. Donc, on a toute la partie où on peut utiliser notre plateforme pour créer des situations, des événements, des scénarios par rapport au flux de données qu'on sera, nous, monitorer. Et une fois que ces triggers sont déployés sur notre système, et automatiquement, la plateforme va vous remonter des événements, des situations, soit en push notification en disant « il s'est passé quelque chose ici, il faut le faire, il faut travailler », soit par exemple des événements qui vont être utilisés a posteriori pour travailler sur l'intelligence, sur des modèles d'IA et autres. Donc, pour, on va dire, rentrer un peu plus dans le concret sur l'infrastructure intelligente et pour reprendre justement un cas d'application qui a pas mal été évoqué aujourd'hui. Si on reprend l'exemple de la Smart Intersection, où on a vu justement qu'avec la technologie qu'Eric nous a présentée et des véhicules de plus en plus intelligents comme ceux sur lesquels Kamal est en train de travailler, on peut avoir des intersections très intelligentes.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand il se passe quelque chose, comment on fait pour gérer tous ces flux de données qui vont nous donner énormément d'informations, qui vont parfois être un peu overwhelming? On va justement là, dans ce cas-là, nous pouvoir utiliser notre algorithme de trigger pour remonter des événements spécifiques et qui vont être distribués au bon utilisateur, au bon interlocuteur en fonction de ce qui se passe. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une collision qui est détectée par toute cette infrastructure entre un véhicule et un piéton, et que cet événement-là, on va être capable de le communiquer en temps réel, par exemple à des forces d'intervention qui peuvent même avoir, parce qu'on peut paramétrer non seulement l'événement, mais on peut aussi paramétrer qu'est-ce qu'on va enregistrer pour cet événement-là, puisqu'on ne va pas vouloir tout enregistrer non plus. On ne va pas dire, il y a un événement qui s'est passé, ça a duré 15 secondes et je vais enregistrer tous les flux vidéo LiDAR. Donc, on va aussi paramétrer et optimiser l'enregistrement qu'on va faire. Et en plus, cet enregistrement, il sera optimisé par rapport à l'utilisateur de cette donnée. Donc là, on va pouvoir, par exemple, dire, cet événement, cette collision, les 10-15 secondes avant, des flux vidéo et de tous les flux de données qui sont pertinents, je vais les envoyer, par exemple, à une ambulance qui, le temps d'aller sur l'intersection, va déjà avoir des éléments sur ce qui s'est passé, prendre le contexte, savoir quel type de rescue il va falloir mettre en place. Le même événement va pouvoir enchaîner toute une chaîne d'événements, par exemple, sur toute l'infrastructure connectée et mettre que des feux de tricolore vert pour que cette ambulance arrive sur l'intersection le plus vite possible. Et le même événement pourra être envoyé à un département complètement différent qui va, lui, par rencontre, s'occuper du trafic et s'assurer que cet incident sur l'intersection ait le moins de problèmes sur le trafic. Le même événement, lui, il pourra être analysé a posteriori, alors peut-être avec des enregistrements qui seront différents, peut-être sur une plus grande plage, on va dire sur les 30 secondes qui se sont passées avant, avec d'autres flux de données, où on va regarder qu'est-ce qui s'est passé et peut-être identifier des patterns sur lesquels on a eu ce problème-là. Est-ce que ça revient tous les jours quand il pleut? Est-ce que c'est l'intersection qui est mal faite? Et donc, on va pouvoir justement travailler sur l'intelligence de nos systèmes, sur l'efficacité de notre infrastructure en analysant des données qui sont pertinentes par rapport aux événements qu'on aura remontés. Et il va y avoir un cercle virtueux, puisque derrière, on va pouvoir réaffiner notre rigueur, réaffiner en fait les événements qu'on va vouloir voir pour continuer à faire cette infrastructure de plus intelligente possible. Donc, je vais terminer ici en disant que justement, cette intelligence dans l'infrastructure a forcément énormément d'impact positif sur la mobilité, mais qu'il va y avoir un enjeu autour de la donnée, de cette donnée qui va être de plus en plus lourde à gérer, et que cette smart data, telle que nous, on la voit chez X-Technologies, va accélérer, accompagner le développement de cette intelligence, qui aura des bénéfices pour tout l'écosystème de la mobilité, que ce soit les piétons, les véhicules, les gens qui vont travailler sur le urban planning, voire même les autorités publiques, qui aujourd'hui vont devoir aussi appréhender toute cette donnée qui va être générée, notamment par rapport à des réglementations telles que le GDPR. On ne va plus pouvoir tout enregistrer, surtout sur des flux de caméras. Il va falloir être consciencieux de ça sur des aspects juridiques et potentiellement aussi même réfléchir à la façon dont la donnée elle est partagée à l'opinion publique. Il y a notamment eu récemment le rapport sur le déploiement du véhicule autonome à l'échelle européenne, un rapport qui a été commandité par le député Damien Pichutreau et qui parle, comme un des leviers pour accélérer ce déploiement, du besoin de partager autour de la donnée, auprès des citoyens notamment, sur l'aspect sécuritaire de ces innovations, notamment du véhicule autonome. Donc, le partage de la donnée, oui, mais laquelle et comment on le fait? Pareil, notre plateforme de Smart Data sera là pour y répondre, pour aider justement à offrir de la transparence sur de la donnée qui est pertinente par rapport à tout notre écosystème. Voilà. Je vous remercie et je vous écoute pour vos questions. Merci Pierre Maillot. Oui, alors effectivement, on a une petite question, deux petites questions concernant le kit de développement logiciel. Alors, Pierre, est-ce que votre SDK, donc le kit de développement logiciel, est-il disponible? Et si oui, quel type de système HW est embarqué? Quel type de système quoi? Sur quel type de système HW embarqué?
Oui, alors il est disponible et aujourd'hui on a des déploiements commerciaux à l'international, en Corée du Sud, en Europe et aux États-Unis. Euh, pour l'instant, on a travaillé que sur des véhicules autonomes, mais on est en train de travailler avec des projets, avec des partenaires sur des projets exactement comme celui que j'ai présenté, d'infrastructures intelligentes. En termes de hardware, si on parle de véhicules, c'est assez limité en termes de ressources, parce que pour l'instant, notre algorithme de trigger ne faisant pas appel à l'intelligence artificielle. Nous, on s'appuie sur l'intelligence artificielle de nos clients. On n'a besoin que d'une petite ressource CPU pour pouvoir faire tourner notre software. Donc, on utilise le hardware existant de nos clients et on l'a fait tourner sur du NVIDIA, sur du ARM, sur du ROS, donc sur n'importe quel hardware avec un peu de ressources CPU qui existerait dans le système embarqué. Vous avez un peu répondu. Alors, il y a une autre question. Donc, à qui appartiennent les données, effectivement, collectées et traitées? À nos clients, au pouvoir public, à ceux qui la génèrent. Nous, on ne produit pas de données. Alors, le seul cas spécifique, ça a été notre proof of concept, parce que ça a été notre donnée et ça nous a permis notamment de montrer comment ça fonctionnait, puis de les partager à nos clients pour montrer comment ça marche. Mais toutes les données sur lesquelles on travaille, c'est des données qui sont exclusivement à la disposition du client. Et après, juste en termes de stockage, de stratégie cloud, certains clients nous demandent de les stocker, auquel cas, forcément, on travaille avec eux pour conserver la confidentialité et la privacy de leurs données. La plupart du temps, en fait, on continue à stocker leurs données brutes sur leur propre cloud. Et nous, on va avoir accès qu'aux métadonnées qui ne sont pas personnalisées et qui nous permettent, par contre, de faire tourner nos services. D'accord. Donc, il posait effectivement la question complémentaire sur la règle établie selon les pays, qui vaille dans tous les cas en France, en Europe, etc. Après, effectivement, c'est selon les pays et la réglementation. Absolument. 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 Sachant qu'encore une fois, nous, on n'a pas, dans cette architecture que je viens de présenter, nous, on n'a pas accès aux données vidéo brutes, donc on n'est pas sujet en fait à la GDPR. Si on n'a pas les données brutes chez nous, on n'a que de la metadata qui est anonymisée. Donc, Très bien. Est-ce que Pierre Delegue, je repasse la main à l'autre Pierre, est-ce que Pierre Delegue, vous avez une autre question complémentaire Oui, tout à fait. J'ai une question pour Pierre et puis après, je me permettrai une question commune, Pierre et Eric. Donc, on est tout à fait en phase, Pierre, avec l'approche écosystémique que vous présentez d'ailleurs avec ce slide-là, avec laquelle nous, côté Vinci, on est tout à fait alignés. Mais petite question piège, là, comment on s'y prend en fait pour rallier l'ensemble de ces parties prenantes là? Il y a les autorités publiques, dans ce cas précis, là, les services d'urgence, les acteurs de la planification urbaine, les constructeurs sûrement. Comment on s'y prend pour mettre tous ces gens-là autour de la table pour un système donné? On frappe à la porte de chacun? Comment on... C'est une bonne question. Disons qu'en étant X Technologies avec beaucoup de modestie, pour l'instant, on n'a pas le nom qui nous permet de mettre tout le monde autour de la table, même si justement Damien Pichereau, le député Damien Pichereau, par exemple, fait partie des interlocuteurs qui nous a écoutés, qui nous continuent à nous écouter. On va notamment présenter, je l'espère bientôt, ce qu'on fait auprès du gouvernement, du Conseil d'innovation du gouvernement. Après, je pense que c'est un processus itératif. Il va falloir commencer par travailler sur des premiers projets, montrer la vertu de ces écosystèmes-là autour de premiers projets d'application et ensuite les développer autour de ces apprentissages-là. Après, que sur le véhicule autonome tel qu'il est développé aujourd'hui, si on parle de niveau L4, L5, L5 c'est encore très loin, mais L4, il a vocation à aller un peu plus loin que de tourner sur une infrastructure juste connectée. Donc lui, le véhicule autonome lui-même, l'intelligence qu'il doit générer, qu'il doit développer, permet d'avoir au moins un interlocuteur qui est bien défini, qui peut travailler avec nous et puis qui peut améliorer l'écosystème sans être dépendant de quelqu'un. Et c'est d'ailleurs pour cela que nos premières applications commerciales sont avec des gens qui travaillent exclusivement sur le véhicule autonome. Mais je suis d'accord avec vous, il y a un vrai exercice de rassemblement. Nous, on souhaite être partie prenante. Notre plateforme de data, justement, a une vocation pour faire en sorte que ça peut faciliter les échanges de données, le partage, que ce soit des données qui soient privées, mais qu'un
un fournisseur de technologie décide de partager, voire même de monétiser, s'il le souhaite, ou des données qui soient publiques et qui soient mises à disposition des différents stakeholders. Donc, on espère que notre plateforme saura trouver sa place et rassembler tous ces gens-là. Bien, merci, c'est clair. Une question liée là, à cette réponse, finalement, pour le passage à l'échelle. On doit commencer forcément par des projets pour démontrer la faisabilité technique, mais après, au niveau du passage à l'échelle, la question de l'interopérabilité va se poser. Interopérabilité avec plusieurs types de constructeurs, côté véhicule, avec plusieurs systèmes d'infrastructures dans les différentes collectivités. Donc, question pour vous deux, là, pour Pierre et pour Eric. Comment on peut assurer qu'il y a la stratégie pour assurer l'interopérabilité à terme qui sera nécessaire pour le passage à l'échelle, au-delà des projets isolés, on va dire. Alors, je vais répondre sur ma partie, puis je laisserai Eric compléter, mais nous, la solution telle qu'on l'a designée, l'architecture de notre solution, elle se veut être data agnostique, donc on va pouvoir travailler avec n'importe quel type de données. Et donc, on va remonter aussi bien les données d'un buscan que les données codec d'une vidéo ou les point cloud d'un LiDAR, et ensuite travailler même avec plusieurs fournisseurs pour le faire. Donc, il y a cet aspect de vouloir justement gérer n'importe quel flux de données. Et le deuxième aspect, c'est aussi d'avoir intégré nos API pour garantir l'interopérabilité de notre solution, l'intégration dans des systèmes existants, voire même l'intégration de software de partenaires pour offrir une solution encore plus clé en main. Donc, c'est super important pour nous et c'est dans la façon dont on design effectivement l'architecture de notre soft. Alors, de notre côté, donc nous, on croit vraiment à l'aspect standardisation pour tout ce qui est harmoniser l'interopérabilité entre des équipements, des flux de données, entre différents constructeurs, fournisseurs d'équipements et fournisseurs de services. Donc, une partie des données, des API et des formats de données doivent être standardisés. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on participe à ces formats des standardisations, que ce soit Etsy ou, par exemple, sur les données plus vidéo, on participe aussi dans les domaines MPEG, sur les formats de données vidéo, les formats de données d'image ou les métadonnées. Après, il n'y a pas forcément besoin toujours de tout standardiser. Il y a une partie des choses qui restent propriétaires, qui resteront propriétaires. Dans le domaine du véhicule, par exemple, peut-être que le fabricant d'un véhicule, d'une marque d'un véhicule, peut peut-être vouloir garder propriétaire ces données, des informations sur ce qui se passe à l'intérieur du véhicule, pouvoir les traiter dans ses propres serveurs sur les défaillances qu'il peut analyser et prédire, et surtout pas les données rendre publiques. Et donc, il y a une partie des choses qui ne sera pas standardisée et qui ne sera pas forcément rendue publique. Donc, la discussion de où se trouve la limite entre le standard et l'interopérabilité et ce qui doit rester dans le domaine privé, en fait, c'est vraiment une question business, pas simple pour les groupes. D'accord, donc si je me risque à une conclusion, interopérabilité égale standardisation plus approche agnostique pour ce qui ne peut pas être standardisé, ce qui reste propriétaire. C'est la combinaison des deux qui permettra forcément l'interopérabilité. Oui. Je me permets une toute dernière question qui est classique, mais qui aujourd'hui reste d'actualité, sur le problème toujours d'équipement des véhicules d'abord ou de l'infrastructure d'abord, l'éternel problème de l'œuf et de la poule. On parle de système de mobilité. On voit bien qu'il y a finalement tous ces systèmes à triptyque, l'usager, le véhicule et l'infrastructure. Un service de mobilité ne peut être permis que par un système mobilité, et que tout ce qui est côté infrastructure joue une des pièces du puzzle. Mais on est toujours confronté à la même question, qui doit s'équiper d'abord, côté véhicule ou infrastructure. Alors les véhicules disent, on attend que l'infrastructure s'équipe. L'infrastructure dit pareil, on attend que les véhicules connectés autonomes arrivent pour s'équiper.
votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il faut se synchroniser entre les différentes filières pour proposer finalement des feuilles de route synchronisées, communes? C'est plutôt à l'infrastructure d'anticiper le mouvement pour proposer des environnements routiers qui sont déjà compatibles avec les futures générations de véhicules. Quel est votre avis personnel là-dessus? Alors, en Europe, on a la chance en fait d'avoir une démarche très volontariste de la Commission européenne qui finance des standards, qui finance les expérimentations, des déploiements et qui essaye de pousser des réglementations pour essayer de faire avancer plus vite l'ensemble du système. C'est vrai que ça permet en fait en Europe d'avoir, je pense, une avance certaine par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays. Hein. Donc il faut que tout avance simultanément, c'est vrai, mais c'est vrai que l'Europe, en finançant avec une démarche volontariste en fait de financement des déploiements, une aide au déploiement permet d'avoir d'avance là-dessus. Moi, je pense effectivement qu'il y a aussi un aspect business case, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'on va offrir comme service de mobilité. Si on regarde aujourd'hui Cruise et Waymo à San Francisco, j'ai vécu pendant 5 ans à San Francisco, dès 2016, il y avait les premiers véhicules de test qui étaient faits avec des gens derrière les volants, mais qui étaient des véhicules autonomes qui testaient. Aujourd'hui, on est en 2022, maintenant, ça y est, ils ont eu des permis pour pouvoir maintenant prendre des passagers. Ça a pris pas mal de temps. Donc, pour le coup, ils le font sans infrastructure, quasiment sans infrastructure. Par contre, s'ils prennent leurs véhicules qui tournent à San Francisco et qu'ils les mettent sur la place de Charles de Gaulle Étoile, ça ne marchera pas, parce qu'il va falloir réentraîner. Il va falloir entraîner avec un nouveau code de la route, avec des nouvelles cultures, avec des nouveaux usages. Donc, ça va reprendre beaucoup de temps et d'argent. À l'inverse, si on disait qu'en France, on a des cas d'application, notamment avec pas mal de fournisseurs de shuttle, qui sont des boîtes françaises, sur des campus, sur des aéroports, sur des last mile, first mile, qui sont donc des loops dédiés, le business case d'augmenter, d'améliorer, d'upgrader cette infrastructure intelligente et donc de mettre un petit coup, justement peut être valide parce qu'on va avoir toujours la même boucle qui va tourner et derrière, il y a un vrai business case derrière qui permet l'investissement de cette infrastructure. Donc, ça dépend en fait de l'offre de mobilité qui est offerte et des financements qu'on pourra en faire pour avoir un ROI qui soit satisfaisant. En cas d'usage par cas d'usage, avec rentabilité économique associée pour aller Comme au-delà souvent. des démonstrateurs physiques, des démonstrateurs technologiques, on va dire, qu'on a vu pendant des années, et notamment en Silicon Valley. Merci. Merci à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, c'était un sujet assez riche. Et merci pour la qualité de vos interventions à tous. Donc là, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va peut-être clôturer, même si c'était très intéressant, ce meet-up. Je vais peut-être donner le mot de la fin à Romain. En tout cas, sachez que n'hésitez pas à visiter le site de l'association pour être avisé des derniers événements en cours. Alors, attendez, on a une autre question. On me dit, toutes ces technos ne pourraient-elles pas intéresser la gestion du trafic aérien ou maritime? Alors, je vais laisser Eric répondre, mais je sais que des caméras intelligentes qui détectent des objets, voire même des oiseaux, sont utilisées sur certains aéroports. Donc, je crois que c'est déjà un peu le cas. Mais je vais laisser Eric. Alors, au niveau de standardisation, donc ITS, c'est effectivement le transport intelligent. Donc, c'est plus large que juste les véhicules. C'est aussi les autres transports. Donc, c'est très actif par rapport au ferroviaire. En théorie, ça devrait aussi adresser d'autres systèmes maritimes et transports. Après, si on regarde les technos, effectivement, de caméras intelligentes et d'analyse de ce qui se passe, donc là, effectivement, c'est utilisé déjà largement sur les aéroports, par exemple, ou sur les ports. Oui.
Et nous, en ce qui nous concerne, sur justement des problématiques de data management, notamment dans le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle, on a aussi des discussions avec des entreprises qui travaillent sur des drones autonomes. Donc, la même problématique qu'on a évoquée sur le véhicule autonome, mais dans le domaine aérien. Et justement, tout à fait pertinent, c'est ce type de techno qui serait aussi très intéressant. Très bien. Bon, ben, je laisse maintenant le mot de la fin à Romain et à Pierre. Oui, moi je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, je confirme que Outside, qui est une des startups de France Autotech, bosse beaucoup sur ces sujets. Ils conçoivent des lidars, effectivement, et les secteurs qu'on vient d'évoquer là à l'instant, ils regardent beaucoup. Et on a pu échanger avec un Frenchie qui bosse chez Lucid Motors, qui effectivement voit beaucoup de voitures Google tourner toutes seules dans la vallée, et qui aussi dans l'Arizona, à Memphis, il y a beaucoup de taxis autonomes qui tournent déjà tout seuls. Donc c'est très encourageant. Après, quand on voit que Tesla sort le FSD qui fonctionne très bien, en tout cas aux US, mais avec des prix qui augmentent considérablement, il y a encore de beaux enjeux devant nous. Voilà, donc beaucoup de questions et de meet-up à organiser. En tout cas, merci beaucoup. Et Pierre, éventuellement, si tu veux dire quelques mots de fin. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Non, juste en une phrase, je voulais juste remercier nos trois intervenants là, pour la qualité de leur intervention. Ça contribue à la vocation de ce meet-up d'expliquer finalement, de démystifier dans une certaine mesure toutes les problématiques que tu viens de rappeler, Romain. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des fois la presse généraliste qui est, disons, imprécise sur ces sujets un peu techniques. Et donc, c'est notre rôle d'expliquer où on en est. Donc ça, c'était le premier point. Un peu le deuxième point, je suis ravi de voir que l'écosystème mobilité autonome, finalement, n'arrête pas de se renchérir. On a des gros acteurs comme Canon qui s'intéressent à ce sujet, et puis on a des nouveaux acteurs comme X qui identifient des manques, finalement, des choses à mettre en place pour permettre le déploiement à grande échelle de ces systèmes de mobilité, et qui se lancent là-dessus dans une approche absolument écosystémique. Donc, c'est très vivant. Le véhicule autonome a pris du retard, tout le monde le sait. Il y a eu des annonces un peu ambitieuses il y a quelques années. Il y a eu des retards également suite à la crise actuelle, et puis des réorientations également stratégiques vers la mobilité électrique dans un premier temps qui ont peut-être fait un peu pâtir l'industrie automobile sur la mobilité autonome. Il y a des priorités très pressantes sur la mobilité électrique. Mais la mobilité autonome est bien là. Hein. Les premiers modèles commerciaux arrivent. Hein. Je le rappelais dans le chat de niveau 3 pour les véhicules particuliers. Il y a des véhicules de niveau 3 sur la route aujourd'hui. Au Japon, déjà, en Europe, dès ce semestre 2022. Et puis, il y a des véhicules de transport de marchandises de niveau 4, déjà, dans certains pays, notamment aux États-Unis. Donc, la mobilité autonome aujourd'hui est une réalité. Ce n'est pas une chimère lointaine dans 5 ou 10 ans. C'est une réalité pour des niveaux 3 et niveau 4. Par contre, le niveau 5, comme le rappelait Pierre, là, ça va être plus compliqué. C'est ce niveau-là qui est un peu remis en cause. Et donc, à nous, via ce meet-up, de continuer de comprendre, de décrypter ces évolutions-là et d'essayer d'y contribuer. Donc, voilà, merci à tous. Et puis, à la prochaine. Le prochain meet-up co-organisé par France Autotech et hébergé chez Léonard sera dans 6 mois avec une nouvelle thématique que nous définirons. Merci. Voilà. Merci à vous tous. Merci. Et bonne soirée.